Alors je vous propose maintenant de réfléchir sur un thème qui est un thème très classique finalement, qui est tout simplement comment la vie politique, au sens très large du terme, est saisie par le droit constitutionnel. L'expression la politique saisie par le droit faisant référence à une célèbre phrase du doyen Louis Favoreux qui a été l'un des grands promoteurs du contentieux constitutionnel en France et de l'idée selon laquelle la Constitution est aussi du droit. La politique saisie par le droit constitutionnel, je vous propose de voir deux aspects de cette thématique. Tout d'abord, le rôle de la Constitution, le rôle joué par la Constitution dans la dévolution, c'est-à-dire dans l'attribution du pouvoir politique, c'est-à-dire en fait le rôle des élections, le droit dans les élections. Et puis, nous verrons dans un second temps le rôle de la Constitution dans l'exercice du pouvoir politique. Et à ce titre-là, nous examinerons avec un peu plus de précision encore comment, par exemple, le pouvoir présidentiel et le Parlement, lorsqu'ils votent la loi, eh bien, sont encadrés par les règles constitutionnelles et comment, effectivement, dans une démocratie de droit, dans un état de droit, le pouvoir politique, qui n'est plus absolu, est encadré par l'existence de règles juridiques, et notamment de règles constitutionnelles. Alors, tout d'abord, la Constitution est l'attribution du pouvoir politique national. Je vous le disais tout à l'heure, en France, nous avons une particularité, une réelle particularité, qui est que l'attribution du pouvoir ne se fait pas par une seule élection, comme elle se fait normalement dans les régimes parlementaires classiques. Par exemple, en Grande-Bretagne, le soir de l'élection législative, on sait qui sera Premier ministre. C'est le leader du parti arrivé en tête qui est nommé par la reine. Eh bien, nous, en France, les choses sont un peu plus compliquées parce qu'en fait, nous avons deux élections qui déterminent en réalité la dévolution du pouvoir. Une première élection, vous le savez tous, qui est l'élection présidentielle, et une seconde élection, qui sont les élections législatives. Et le résultat des deux peut effectivement donner des situations diverses quant au fonctionnement de notre République. Je vous renvoie à ce que nous avons déjà dit sur la lecture présidentialiste et la lecture plus parlementaire de la cohabitation. Alors, il n'en demeure pas moins que l'attribution du pouvoir national, elle se fait par ces deux élections que je vous invite maintenant à voir avec moi quant au déroulement et quant à la place du droit dans ces élections. Tout d'abord, le déroulement de l'élection présidentielle. Évidemment, l'actualité ici nous aide de façon tout à fait intéressante. Puis nous verrons dans un second temps le déroulement des élections législatives. Quelques points, bien sûr, compte tenu du temps qui nous est imparti. Première remarque, premier rappel, bien sûr, ce sont les modalités de l'élection, qui sont définies très précisément par les articles 6 et 7 du texte de la Constitution de 1958. Première remarque, nous le savons tous, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, le fameux quinquennat, depuis la révision constitutionnelle de 2000. Avant, c'était un septennat. Et de façon plus originale, mais aussi sans doute de façon plus contestable, la dernière révision de la Constitution, celle de juillet 2008, a précisé
que nul ne peut effectuer plus de 2 mandats de façon consécutive. Sous-entendu désormais, alors que jusque-là le nombre de mandats était illimité, laissant ainsi au peuple souverain le soin de décider s'il souhaitait reconduire une fois, éventuellement 2 fois, dans la mesure où le quinquennat, désormais sur une période de 15 ans, faire 3 quinquennats, pas totalement ahurissant, alors que faire 3 septennats, c'était quand même très très long, il n'en demeure pas moins que le peuple souverain avait la possibilité de reconduire, autant qu'il le souhaitait, l'homme ou la femme politique qui lui paraissait le plus à même à exercer la fonction suprême. Avec cette révision de la Constitution, nous avons une situation baroque qui est que on limite le nombre de mandats. Très bien, oui, pourquoi pas. Aux États-Unis, il est limité à 2. Très bien, ok. Mais on ne le limite pas complètement. On permet à celui ou à celle qui aurait fait 2 mandats de revenir, mais après une espèce de temps de latence, 5 années, où on ne sait pas trop ce qu'il va faire, ou ce qu'elle va faire, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même une situation un petit peu baroque sur laquelle je souhaitais attirer votre attention. Je ne pense pas que ce soit la meilleure disposition adoptée lors de la révision constitutionnelle de 2008. Sur la question du suffrage, vous le savez, en France, conformément à l'article 3 de notre Constitution, le suffrage est toujours universel. Le suffrage aux élections nationales est toujours universel, réellement universel, c'est-à-dire, évidemment, hommes et femmes. Parce que, je vous rappelle quand même que jusqu'en 1944, et de 1848 à 1944, il était faussement universel, puisque seuls les hommes votaient. Il est évidemment universel, et surtout, il est direct. Il est direct pour l'élection du président de la République depuis 1962, la première élection au suffrage universel direct ayant eu lieu en 1965. Il faut en effet rappeler qu'à l'origine, le constituant de 1958 n'avait pas prévu l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Celui-ci, certes, n'était plus élu par le Parlement réuni à Versailles, comme c'était le cas au titre des constitutions de la Troisième et de la Quatrième République, mais il n'était pas pour autant élu directement par le peuple, il était élu par un collège électoral d'élus, qui correspond à peu près aujourd'hui au collège électoral sénatorial, et il y avait donc des élus qui votaient pour le président de la République. C'était donc un suffrage universel indirect. Et puis, après la fameuse lutte politique initiée par le général de Gaulle en 1962, eh bien, le chef de l'État a soumis au suffrage universel par une procédure qui d'ailleurs était une procédure totalement contraire à la Constitution, mais comment le dire à l'initiateur principal de la Constitution lui-même, eh bien, on ne pouvait pas utiliser la procédure de l'article 11 en matière constituante, mais qu'il s'agit d'un référendum législatif. Il n'en demeure pas moins que c'est par l'intermédiaire de cette fraude à la Constitution que l'élection du président de la République au suffrage universel direct a été adoptée en 1962 et que bien jamais personne ne pourra retirer au peuple depuis cette date, puisque évidemment nous élisons notre monarque et que tout ça est très bien. Suffrage universel direct, disais-je. Le mode de scrutin maintenant, c'est un scrutin bien sûr uninominal. Vous le savez tous, on vote pour une seule personne au premier tour, une seule personne, il y a moins de candidats, au deuxième tour. Deux tours, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine, à moins qu'on élimine dès le premier tour et qu'on choisisse après, enfin peu importe. Il n'en demeure pas moins qu'il y a 2 tours, et
Je crois que ce n'est pas évidemment un hasard s'il y a 2 tours. Vous imaginez bien que le fait même de ne laisser en concurrence au 2e tour que les 2 personnes, les 2 candidats arrivés en tête, sauf, là le constituant est extraordinaire parce qu'il prévoit sauf désistement. On imagine soit le premier, soit le 2e qui se désiste en faveur du 3e, disant non, écoutez, franchement, j'ai déjà fait 1 an de campagne électorale, maintenant ça suffit, je vous laisse la place. Bon, mais c'est dans le texte. Hein. Donc les 2 candidats arrivés en tête, sauf désistement, restent au 2e tour. Pourquoi avoir prévu 2 tours avec seulement 2 candidats? Tout simplement pour assurer une majorité absolue à celui qui va, ou à celle bien sûr, qui va arriver en tête. Et oui, avec 2 candidats au 2e tour, forcément, il y en a un qui aura 50% des suffrages, plus une voix. Enfin, plus une voix, on l'espère en tout cas. Mais il y a quand même peu de chances pour qu'il y ait égalité, stricte égalité. Mais vous comprenez bien que l'existence de ce 2e tour est quelque chose de très important parce que cela assure une légitimité incontestable à celui ou à celle qui va gagner l'élection, bien sûr. Hein. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Bien évidemment, la circonscription, eh bien, elle est unique, c'est la France. Alors, à partir de ces éléments très généraux, je vous propose, dans un second temps, toujours dans ce déroulement d'élections présidentielles, de nous intéresser au rôle du Conseil constitutionnel. On a parlé jusqu'à présent du rôle du Conseil constitutionnel en tant que juridiction, mais le Conseil constitutionnel a bien d'autres rôles, et c'est ce que nous allons voir notamment dans le cadre de l'élection présidentielle, puisque les articles de la Constitution font du Conseil constitutionnel eh bien, le superviseur général, en quelque sorte, de l'élection présidentielle. Plus précisément, l'article 58 de notre Constitution dit que le Conseil constitutionnel a 3 fonctions, que nous allons détailler par la suite. Il veille à la régularité de l'élection, sous-entendu du déroulement de l'élection. Il examine les réclamations et il proclame les résultats. Autrement dit, il intervient à tous les stades du processus électoral, à tous les stades. Analysons ces 3 missions successives. Il veille tout d'abord à la régularité de l'élection en tant qu'autorité constitutionnelle. Il agit en tant qu'autorité constitutionnelle, ce n'est pas un juge, c'est une autorité constitutionnelle qui veille à la préparation et au bon déroulement de l'élection. Tout d'abord, bien sûr, il est consulté obligatoirement par le gouvernement sur tous les actes préparatoires à l'élection. Donc la moindre circulaire, le moindre décret, notamment le décret de convocation des électeurs, eh bien, le Conseil constitutionnel a son mot à dire pour vérifier que tout ceci est conforme à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire à la Constitution, à la loi de 1962 relative à l'élection du chef de l'État au suffrage universel et à la pléiade de décrets divers ou variés qui mettent en œuvre cette loi très importante de 1962. Donc là, il a un pouvoir, si vous voulez, de contrôle sur les actes juridiques qui, effectivement, sont pris pour préparer le scrutin. Et puis, le deuxième rôle, enfin, je vous cite que les principaux, moment où nous allons pas tarder à arriver, c'est bien évidemment la sélection des fameux parrainages. Vous le savez, chaque candidat véritable à l'élection présidentielle doit bénéficier de 500 présentations, c'est le terme officiel, 500 parrainages pour la presse et pour une meilleure compréhension, 500 parrainages d'élus, quels qu'ils soient, répartis au moins dans une trentaine de départements afin d'assurer la représentativité en quelque sorte de ces
parrainage? Eh bien, c'est le Conseil constitutionnel auquel il revient de recevoir ces parrainages, de vérifier leur légalité, de s'assurer évidemment que ceux qui ont signé peuvent bien signer, hein, bien sûr, et pomme de la discorde il y a quelque temps, c'est à lui que revient le soin de rendre public 500 parrainages sur ceux que les candidats lui ont remis. Parce qu'il est quand même assez rare, pour des raisons d'irrégularité d'un ou deux parrainages, qu'un candidat ne remette que 500 parrainages pile. Parce que s'il y en a un qui est irrégulier, il y en a 499 et c'est fini pour lui. Donc il y en a toujours un peu plus. Et comme il y en a un peu plus, le Conseil constitutionnel, il y a plusieurs années, avait décidé qu'il rendait public 500 parrainages, 500 noms, hein, mais pas ceux qui dépassaient la barre des 500. Vous savez que l'une des probables candidates, encore qu'elle laisse planer le doute sur sa présence à l'élection compte tenu du nombre de parrainages qu'elle n'aurait pas, l'une des candidates, Madame Le Pen, a effectivement soulevé devant le Conseil d'État, il y a quelques semaines, une question prioritaire de constitutionnalité pour contester la constitutionnalité de la publicité de ces parrainages, puisqu'elle considérait que, effectivement, les maires ou les autres élus craignaient d'apporter leur parrainage à cette candidate en raison des éventuelles répercussions sur leur mandat, sur leurs électeurs, sur ce que cela entraînerait. Cette question prioritaire a été transférée au Conseil constitutionnel, a été transmise au Conseil constitutionnel, qui a rendu, vous le savez, sa décision le 21 février dernier, en confirmant la pleine constitutionnalité des dispositions relatives à la publicité de ces parrainages. Et donc, le système est maintenu en l'état, peut-être fera-t-il l'objet d'une évolution, mais en tout cas pas pour l'élection actuelle. Il va donc à la fin, au terme de cette analyse, il va évidemment dresser la liste officielle des candidats autorisés à se présenter. Ce qui veut donc dire que jusqu'à présent, nous entendons sur nos ondes et nous voyons à la télévision non pas des candidats, mais des pré-candidats. Seuls ceux qui auront bénéficié des 500 signatures strictement validés par le Conseil constitutionnel seront les véritables candidats à l'élection présidentielle. Deuxième mission dernier élément de cette préparation du scrutin avant la deuxième mission, le Conseil constitutionnel qui supervise, je le répète, le bon déroulement du scrutin va devoir désigner ces délégués, les 1400 délégués du Conseil constitutionnel qui vont aller le jour des scrutins, lors des 2 tours, dans les bureaux de vote pour contrôler que tout se passe conformément aux dispositions du Code électoral. Donc ces 1400 délégués du Conseil constitutionnel, qui sont en général des magistrats judiciaires pour la plupart, au-dessus de tout soupçon et totalement impartiaux et indépendants, eh bien, c'est eux qui, au vu de ce qu'ils seront aperçus, ce qu'ils sont aperçus dans les bureaux de vote, feront le rapport au Conseil constitutionnel, et c'est par l'intermédiaire des yeux de ces délégués que le Conseil pourra apprécier, en cas de réclamation, c'est-à-dire de contestation du déroulement de l'élection, soit au premier tour, soit au deuxième tour, eh bien, qu'il pourra apprécier la réalité de cette contestation quant à la régularité du scrutin. Autrement dit, ces délégués sont les yeux et les oreilles du Conseil constitutionnel. Deuxième mission, je le disais, c'est les réclamations en tant que juge électoral. Cette fois-ci, le Conseil constitutionnel change de casquette. Il retrouve une casquette de juge, mais pas de juge constitutionnel en tant que tel, mais de juge électoral. Le Conseil constitutionnel est en effet juge électoral
pour un certain nombre de scrutins ou d'élections ou de votations, et particulièrement pour l'élection présidentielle. Alors, cette surveillance, cet examen des réclamations, eh bien, il va juger les réclamations sur les opérations électorales du premier tour, et puis aussi du second tour. Ceci est évidemment tout à fait important, puisqu'il peut y avoir des contestations de la façon dont s'est déroulé le scrutin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a extrêmement peu de contestations pour le scrutin présidentiel, et heureusement. Les choses se déroulent de façon assez, même tout à fait sincère, et il faut se rappeler que le rôle du juge électoral n'est pas de traquer la moindre irrégularité, c'est de s'assurer que les irrégularités qui, malheureusement, pour des raisons techniques, notamment pas forcément par malveillance, mais pour des raisons souvent techniques, arrivent, et bien que ces irrégularités n'ont pas entaché la régularité du scrutin. C'est-à-dire n'ont pas menacé la sincérité du scrutin. Au mieux, en règle générale, le Conseil constitutionnel annule le vote d'un bureau de vote. Un bureau de vote lors de l'élection présidentielle, c'est vraiment tout à fait mineur. Et Dieu merci, les choses se passent dans une transparence et une légalité qui est tout à fait satisfaisante pour une démocratie digne de ce nom. Il va proclamer, enfin, dernière mission, il va proclamer le résultat du scrutin. Il publie les résultats officiels du premier et du second tour, là encore, après examen donc des réclamations. Et puis, le jour de l'investiture au palais de l'Élysée du nouveau président de la République, ou bien de l'ancien reconduit, eh bien, le président du Conseil constitutionnel proclame les résultats officiels. Bien sûr, le soir même du deuxième tour, tous les médias donnent évidemment, à l'issue de sondages sortis des urnes, bien sûr, puis après, évidemment, d'estimations en général assez fiables, le résultat. On connaît évidemment qui est le vainqueur de l'élection. Mais il revient au Conseil constitutionnel de proclamer le jour de l'investiture du président de la République, eh bien, les résultats officiels, parce qu'effectivement, c'est lui seul qui pourra les avoir, notamment après, je le répète, examen des éventuelles réclamations concernant le déroulement du vote dans un certain nombre de bureaux de vote. Dernier point sur cette élection présidentielle, il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle, elle est supervisée par le Conseil constitutionnel, mais qu'il a pour l'aider un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire d'autorités administratives qui, en toute indépendance, interviennent soit spécifiquement pour l'élection présidentielle, soit elles interviennent aussi pour l'élection présidentielle. Je vous donne un exemple d'autorité administrative qui n'intervient que pour l'élection présidentielle. Elle a été instituée il y a quelques jours. C'est la fameuse Commission nationale de contrôle, la CNC, qui est présidée par le vice-président du Conseil d'État et qui est composée notamment du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, donc des magistrats, là encore, suprêmes et au-dessus de tout soupçon. Et cette commission est très importante parce qu'elle va s'assurer de l'égalité de traitement des différents candidats durant la campagne électorale, notamment durant la campagne électorale officielle, c'est-à-dire lorsque les candidats la liste des candidats aura été déclarée par le Conseil constitutionnel après examen des parrainages. Eh bien, c'est cette CNC qui va veiller à l'égalité d'accès des candidats, notamment vis-à-vis des interventions de l'État. Il ne faut pas évidemment que les administrations ou bien puissent privilégier telle ou telle autre candidature. Et puis, il y a d'autres autorités qui sont des autorités, elles, bien connues, parce qu'elles interviennent en dehors, bien sûr, de l'élection présidentielle, elles interviennent tout le temps.
qui interviennent également. Je veux parler par exemple du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, qui lui va réguler le temps de parole, aussi bien pendant la campagne pré-officielle, qui impose déjà un certain nombre de respect du pluralisme, mais plus encore lors de la campagne officielle, où vous savez que tous les candidats doivent être traités de façon totalement égale sur le plan des médias. Et donc là, cela nécessite de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, évidemment, une attention de tous les instants pour vérifier, en scrutant toutes les émissions possibles et imaginables, les radios, etc., que le temps de parole de chacun est bien respecté. Donc, vous le voyez à travers ces mécanismes, à travers le rôle de ces institutions, le droit constitutionnel, le droit en général, vient encadrer la mise en œuvre de cette élection. Il en va de même pour le déroulement des élections parlementaires. Tout d'abord, petit a, les élections législatives et sénatoriales, et nous verrons dans un second temps les règles communes, le régime électoral. Pour les élections législatives, pour les députés, vous savez que depuis la dernière révision de la Constitution, le nombre maximum de députés figure désormais dans la Constitution, 577. La loi, qui jusque-là était seule compétente, ne peut plus créer d'autres sièges de députés que ceux qui existent. Ce qui veut donc dire que toute modification, sinon du nombre de députés, par définition, mais en tout cas du changement de scrutin, par exemple, on parle beaucoup de l'instillation d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives à côté du scrutin majoritaire, eh bien cela interdit, sauf révision de la Constitution qui est très compliquée, eh bien de changer le nombre de députés, et ce qui impose donc évidemment à ce moment-là de redécouper une partie des circonscriptions électorales qui passerait du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel. Donc les députés, 577 députés, mandat de 5 ans, vous le savez tous, sauf bien sûr éventuelle dissolution. Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire, uninominal, à 2 tours. Scrutin majoritaire, c'est le candidat arrivé en tête au premier tour, s'il a 50% plus une voix qui est déclaré élu, ou bien alors, ce sont les candidats restés en liste au deuxième tour et représentant en tout cas plus de 12,5% des voix qui demeurent en lice pour le second tour. Quelques mots sur le choix de ce scrutin majoritaire à 2 tours qui est très important. Il est très important parce qu'il a été mis en œuvre dès 1959 lors des élections législatives. Il n'a pas produit ses effets dès 1959, mais dès les élections législatives de 1962, on a vu fonctionner ce scrutin majoritaire qui a une vertu, certes il a des défauts, mais qui a une vertu fondamentale qui est à l'origine de la stabilité de la Ve République, c'est tout simplement qu'il favorise l'avènement de majorité à l'Assemblée nationale. Et ceci est extrêmement important parce que qui dit majorité dit stabilité du gouvernement et éventuellement soutien également à la politique présidentielle. On peut remarquer que depuis 1962, à non pas une exception, mais une situation particulière qui sont les élections législatives de 1988, il y a toujours eu une majorité pour soutenir le gouvernement à l'Assemblée nationale. Depuis 1962. Toujours.
Donc ça, c'est évidemment une grande stabilité pour l'exécutif. Nous sommes un régime parlementaire, ça se voit, par rapport à l'instabilité et parlementaire, absence de majorité, et donc ministérielle, qui prévalait sous les 3e et 4e Républiques avant 1958. Il ne faut jamais l'oublier. Lorsque l'on parle d'instiller une dose de proportionnel, très bien, parce que c'est vrai que le scrutin majoritaire, certes, favorise les majorités, mais écrase le spectre des partis représentés à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait juste. Il privilégie l'efficacité sur la justice de représentation. Néanmoins, il ne faut pas brader ou il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il ne faudrait pas que instiller trop de proportionnalité menace, au profit d'une meilleure représentativité, en tout cas c'est mon avis, la fabrication, en quelque sorte, de majorité que permet le jeu du scrutin majoritaire aux élections législatives. Et ces élections, dernier point, se font dans le cadre de circonscriptions particulières, qui sont en fait des circonscriptions ad hoc, qui ne servent qu'à ça, et qui sont découpées sur le territoire national, qui en général, on y reviendra, respecte les limites des arrondissements. Sénateurs, également, leur nombre est défini désormais, depuis 2008, par la Constitution, 348. 348 sénateurs, élus pour un mandat de 6 ans. 6 ans. Et le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, est une assemblée permanente. Ça veut donc dire qu'elle est renouvelée par moitié tous les 3 ans. Et il n'y a donc jamais d'absence de Sénat. Là, l'Assemblée nationale a fini ses travaux, termine ses travaux cette semaine, et puis après, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'Assemblée nationale jusqu'à la désignation des nouveaux députés, et à ce moment-là, l'Assemblée se réunira de plein droit au début de juin prochain. En revanche, le Sénat, parce que tout simplement il faut bien assurer justement la permanence du Parlement, c'est le Sénat en quelque sorte qui s'y colle, dans la mesure, lui, où il n'est jamais absent, puisque ses membres sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Il y a donc toujours un Sénat qui assure la continuité de l'État sur le plan du Parlement. Le scrutin, attention ici, le mode de scrutin, le mode de suffrage, c'est un mode de suffrage indirect, c'est-à-dire que les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, ils sont élus par un collège électoral composé des députés, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, des conseillers municipaux, plus les délégués des conseillers municipaux. Autrement dit, les communes représentent 95% de ce collège électoral des sénateurs. Et vous le savez, pour la première fois sous la Ve République l'an dernier, la majorité du Sénat a basculé à gauche. Ce qui a été effectivement, sur un plan politique et historique, tout à fait important, parce que jusqu'alors on considérait que, compte tenu de son mode de désignation, qui privilégie, c'est vrai, les petites communes et la ruralité sur les grandes communes et le monde urbain, eh bien on considérait que cela favorisait l'électorat conservateur. Or, incontestablement, l'an dernier, on a eu la démonstration que les succès électoraux des partis de gauche ont effectivement conduit successivement, depuis une dizaine d'années, à modifier sensiblement l'état du collège électoral sénatorial et a conduit effectivement à une majorité parlementaire de ce type-là. Le régime électoral, maintenant, définition des modes de scrutin. On rappellera que la définition des modes de scrutin relève de la loi. C'est la loi qui définit les modes de scrutin au titre de l'article 34 de la Constitution. Il s'agit notamment pour les élections législatives d'une question extrêmement importante, parce que c'est la question de savoir
puisque les élections législatives, je le rappelle, ont lieu dans le cadre de circonscriptions ad hoc, c'est-à-dire qui ne servent qu'à ça. Or, toute l'importance ici cruciale dans une démocratie, c'est comment découper les circonscriptions pour s'assurer, évidemment, d'un découpage qui soit le plus neutre possible pour celui qui l'opère, et non pas qui avantage scandaleusement le parti politique au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, là encore, nous avons un certain nombre de garanties de droits qui se sont surajoutés au fur et à mesure, puisque les projets de loi, désormais depuis 2008, font l'objet d'un avis d'une commission électorale indépendante pour savoir si le découpage opéré par le gouvernement est satisfaisant ou pas et respecte l'égalité devant le suffrage, et que lorsque un certain nombre de lois ont été adoptées, notamment, je pense, en 1986 et en 1988, eh bien, les lois qui ont modifié le mode de scrutin, plusieurs d'entre elles ont été déférées au Conseil constitutionnel. Il y a toute une jurisprudence à l'heure actuelle qui permet au Conseil constitutionnel de vérifier si l'égalité devant le suffrage des individus est respectée ou non par les découpages des circonscriptions proposés par le gouvernement en place. La Constitution, c'est aussi l'exercice du pouvoir politique national. Alors, donnons deux exemples d'encadrement du pouvoir politique national. Tout d'abord, l'encadrement des compétences du président de la République, le cas des nominations. Tout d'abord, le cadre général fixé par l'article 13, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, certes, partage le pouvoir de nomination, mais c'est un partage totalement inégalitaire, puisque le président de la République se taille la part du lion, et le Premier ministre n'a qu'une compétence extrêmement résiduelle. Les nominations, en effet, du président de la République concernent tout d'abord ce qu'on appelle les emplois à la décision du gouvernement. C'est un décret présidentiel en Conseil des ministres qui permet au président et en réalité au gouvernement, c'est-à-dire c'est un acte du président sur proposition du gouvernement, de nommer les fonctionnaires, ou plus exactement les titulaires des emplois supérieur de l'État qui se trouve à la charnière entre le monde politique et le monde administratif. Ce sont des emplois qui sont pourvus à la décision, c'est-à-dire en fait à la discrétion du gouvernement. Il nomme pratiquement qui il veut, tout simplement parce que ces emplois sont des emplois où les personnes affectées veillent à la mise en œuvre de la politique décidée par le gouvernement. Je pense ici au directeur d'administration centrale, au grand directeur d'administration centrale, aux préfets, aux recteurs d'académie, aux ambassadeurs, aux secrétaires généraux de ministères et également, bien sûr, au secrétaire général du gouvernement ou de la défense nationale. Et puis, il faut également distinguer les nominations intervenues par le président de la République, cette fois-ci par décret simple, c'est-à-dire par décret non passé en Conseil des ministres du président, mais qui interviennent après un concours administratif. En effet, le président de la République signe les décrets de nomination de certains hauts fonctionnaires, mais en l'espèce, il n'a aucune marge de manœuvre parce qu'il ne fait en réalité qu'accepter les résultats d'un concours. Je pense ici par exemple au corps recruté à la sortie de l'ENA, Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection générale des finances, corps diplomatique. Tous ces hauts fonctionnaires sont nommés par décret du président de la République. Je pense aussi aux professeurs des universités, je pense aussi aux officiers généraux des trois armes. Donc là, la compétence du président de la République est presque une compétence notariale, j'allais dire, presque. Parce que, sur un plan juridique, le simple fait de réussir un concours ne vous donne aucun droit à être nommé. Mais il n'en demeure pas moins que, compte tenu qu'il y a des places à pourvoir, bien sûr, eh bien, on nomme les gens qui ont vocation à être nommés. En revanche, il y a deux exemples d'encadrement du pouvoir de nomination du président de la République sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Tout d'abord, c'est l'encadrement parlementaire
sur lequel l'encadrement parlementaire issu de la révision constitutionnelle de 2008 sur une catégorie nouvelle d'emplois nommés par le président de la République. Ce sont les emplois ou fonctions importants pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la nation. Cette catégorie d'emplois concerne les présidents des autorités administratives indépendantes, CNIL, Commission de régulation de l'énergie, CSA et compagnie, et puis, d'autre part, un certain nombre de PDG d'entreprises publiques ou de grands établissements publics, RATP, SNCF, CNRS, etc., etc. Selon cette procédure, le président de la République va proposer un candidat, et ce candidat va être auditionné par les membres des commissions spécialisées de l'Assemblée nationale d'une part et du Sénat d'autre part. Auditionné. Et il y a un vote de ces parlementaires membres de chaque commission de l'Assemblée. Et si le vote commun recueille 3/5 des suffrages, le président ne peut pas nommer la personne qui l'a pressenti. Donc il y a, si vous voulez, non pas un véritable droit de veto, parce que recueillir 3/5 d'avis négatifs compte tenu de la logique majoritaire, c'est pratiquement impossible. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un droit de regard du Parlement sur la nomination de ces personnes, notamment parce que celles-ci sont auditionnées par les commissions des assemblées. Les auditions sont publiques, retransmises, et que les gens doivent justifier, évidemment, des postes qu'ils espèrent obtenir grâce à la nomination du président de la République. Donc c'est un aspect de meilleure transparence, si vous voulez, pour certaines nominations, contre l'opacité qui régnait jusqu'alors au profit de ces différents éléments. Deuxième temps, après la compétence du président de la République, la procédure législative ordinaire. Là, je voulais simplement vous dire quelques mots en complément de ce que nous avons vu tout à l'heure sur la place du droit, tout simplement, dans l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire dans le vote de la loi. On rappellera que la procédure législative se décompose de 3 temps: l'initiative des lois, l'examen d'un texte par les assemblées et l'adoption de ce texte. L'initiative des lois, elle est partagée, comme dans tout régime parlementaire, entre le Premier ministre et chaque parlementaire, sénateur ou député. La saisine du Conseil d'État pour avis sur le projet de loi est obligatoire. Le Conseil d'État, là, attention, il statue non pas en tant que juge, mais en tant que conseiller du gouvernement. Il a une double fonction, le Conseil d'État. Là, il agit en tant que conseiller du gouvernement. Et depuis 2008, le Conseil d'État peut aussi être saisi d'une proposition de loi pour vérifier si cette proposition de loi, là encore à titre purement consultatif, respecte bien l'ordonnancement juridique, est cohérente et contient des dispositions qui ne sont pas forcément contraires à la Constitution. Puis, dans un second temps, après le projet ou la proposition de loi, vous avez l'examen des textes législatifs, du texte législatif, avec l'inscription à l'ordre du jour de ce texte à l'ordre du jour d'une assemblée. Certains textes peuvent être peuvent être aussi bien déposés devant l'Assemblée nationale que devant le Sénat, mais attention, vous avez certains textes qui ne peuvent être déposés que devant une des deux assemblées. Par exemple, le projet de budget de l'État est obligatoirement examiné d'abord par l'Assemblée nationale. Donc, c'est devant l'Assemblée nationale que ce projet de loi doit être inscrit. Vous avez également un examen en commission permanente de ces projets ou de ces propositions de loi, en commission permanente, puis en assemblée plénière, il y a notamment l'examen des amendements, c'est-à-dire de la faculté qu'a chaque parlementaire, et même le gouvernement, pour modifier les textes en discussion. Je précise que le Conseil constitutionnel a encadré ce pouvoir d'amendement.
dans un sens très précis, qui est le sens qu'on appelle la théorie de l'entonnoir. C'est-à-dire que plus vous avancez dans la procédure législative, et plus il est difficile, voire impossible, d'amender le texte. Tout simplement pour préserver le consensus qui, progressivement, entre les deux assemblées, se fait sur l'analyse d'un texte. Enfin, et pour terminer, l'adoption de la loi. Vous savez que normalement, c'est la navette parlementaire, c'est-à-dire le passage d'un texte de l'Assemblée nationale au Sénat et du Sénat à l'Assemblée nationale, qui rythme le travail parlementaire, sachant que normalement, ce travail ne s'arrête que lorsque le texte est adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Eh bien, ici, le pouvoir constituant a, dès 1958, dans le cadre du fameux parlementarisme rationalisé, permis qu'il y ait des procédures pour soit accélérer, soit favoriser l'adoption de la loi lorsque les deux assemblées ne sont pas d'accord. Et par exemple, le Premier ministre peut demander la réunion, après un certain nombre de navettes parlementaires, de ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, une CMP, composée de 7 députés et de 7 sénateurs, pour essayer de réunir les points de vue et de trouver un consensus sur le reste du texte actuellement en discussion. Vous avez d'autres procédures qui permettent une adoption, par exemple, d'un projet ou d'une proposition de loi par la seule Assemblée nationale si le Premier ministre le demande. Autrement dit, l'idée ici, c'est que dans la Constitution figure un certain nombre de règles en matière de procédure parlementaire qui vont permettre au gouvernement et au Parlement, c'est-à-dire en fait à sa majorité, qui a été élu pour cela, de mettre en œuvre plus facilement les dispositions législatives nécessaires à la conduite de sa politique. Je vous remercie. Merci à vous. Si vous voulez bien, nous allons nous accorder une petite dizaine de minutes pour vos questions ici à Sèvres. J'en ai reçu une via chat. En attendant, je vous la pose. Très simplement, on nous demande si le vote blanc peut avoir une légitimité aux élections. Comment peut-on analyser cette situation aujourd'hui? Ceci dit, ceux qui souhaitent poser des questions, venez regagner notre bureau ici sur... C'est vrai, oui. La question du vote blanc est une vraie question, même si elle n'est pas corrélée immédiatement à l'analyse constitutionnelle. Mais il est bien évident que jusqu'à présent, le vote blanc est considéré aussi bien comme un vote nul ou comme un vote irrégulier. Il n'est pas pris en compte. Or, c'est vrai que le sens du vote blanc est bien différent d'un vote irrégulier. L'électeur peut considérer, c'est vrai, qu'aucun des candidats ne le satisfait réellement et par là même, il conviendrait peut-être de prendre en compte d'une certaine façon, avec des mécanismes de pourcentage à obtenir minimal, de vote effectif, cette forme de vote qui, c'est vrai, n'est pas facile à comptabiliser, mais qui exprime une réelle incertitude, en tout cas, ou une réelle insatisfaction, pour être tout à fait précis, du corps électoral face aux candidats qui lui sont proposés. Alors, bien évidemment, le fait de ne pas comptabiliser les votes blancs permet aussi d'être beaucoup plus efficace dans la comptabilisation des votes qui se sont exprimés soit pour, soit contre. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faudrait approfondir et qui a sa légitimité, c'est vrai. Il y avait une deuxième question tout à l'heure, je crois, sur le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, une petite remarque. Je suppose que la loi ne favorise pas l'égal accès des femmes aux fonctions présidentielles pour l'instant. Et ma question portait sur le Conseil constitutionnel. Donc vous avez dit qu'il s'était émancipé, qu'il était devenu de plus en plus indépendant. Or, les nominations relèvent quand même du président de la République pour 3 personnes, dont le président, je crois.
Et le fait qu'il y ait les anciens présidents, il me semble que ça pèse finalement sur les décisions qui sont rendues, et la presse s'en est émue un peu dernièrement. Alors, l'indépendance du Conseil constitutionnel, c'est une question qui, je crois, aujourd'hui est quand même très largement résolue. Première remarque, la question du mode de nomination, à mon avis, est une fausse question. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres cours constitutionnels des États comparables, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et même aux États-Unis, si on prend le cas de la Cour suprême, et tous les membres de ces cours constitutionnels ou suprêmes sont en réalité désignés par des autorités politiques, ou à peu près. Donc le Conseil constitutionnel en la matière ne constitue pas du tout une originalité. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, ce n'est pas parce que vous êtes nommé par une autorité politique que vous êtes forcément inféodé à cette autorité politique. Je crois même que l'histoire du Conseil constitutionnel a bien montré à de multiples reprises que certains membres du Conseil, parfois même certains présidents du Conseil, qu'on avait pu, dans des vies professionnelles antérieures, être considérés comme très proches du pouvoir, voire très très proches du pouvoir, eh bien, une fois nommés, se sont transformés en des espèces de personnages totalement indépendants, prenant des décisions absolument surprenantes pour qui les connaît. Je pense par exemple au président Roger Frey, qui était très proche du pouvoir gaulliste, a été un président du Conseil constitutionnel qui a fait progresser l'institution vers beaucoup plus d'indépendance. Je crois que être nommé tardivement au Conseil constitutionnel dans une carrière politique ou juridique ou autre, c'est-à-dire arriver au Conseil à un âge respectable, bénéficier d'une inamovibilité pendant 9 ans, vous permet quand même d'avoir une vision des choses bien détachée et surtout d'être sûr de ne pas être reconduit. Vous permet de pratiquer ce que certains de mes collègues appellent les délices de l'ingratitude, c'est-à-dire de remercier la personne qui vous a nommé par un examen scrupuleux et attentif de toutes les lois que sa majorité vote, et au besoin de bien montrer que cette loi est inconstitutionnelle ou pas. Donc sur ce plan-là, je crois que ce n'est pas la question première qui pose véritablement problème. Je crois qu'il y a, sur le plan des nominations, il y a plus la question de l'obligation d'une certaine culture juridique, qui pour certains n'est pas forcément évidente. Mais sur le plan des nominations, je crois que l'indépendance ne pose pas véritablement. Le résultat, on l'a vu encore la semaine dernière avec l'invalidation totale de la loi incriminant la négation du génocide arménien, le Conseil constitutionnel pratique véritablement en toute indépendance ses fonctions. Non, ça je crois que ce n'est pas du tout la question. Et au surplus, pour être tout à fait complet, sur le plan du droit, le Conseil constitutionnel s'est doté d'un instrument qui est tout simplement le fait qu'il a découvert un nouveau principe constitutionnel qu'il fait découler du titre qui lui est consacré dans la Constitution et qui n'est autre que le principe constitutionnel d'indépendance du Conseil constitutionnel. Et ça lui permet de contrôler toutes les lois, notamment les lois organiques, qui interviennent pour modifier ces dispositions, et chaque fois que celles-ci contrarient l'indépendance du Conseil constitutionnel, il censure les lois organiques ou ordinaires qui porteraient atteinte à son indépendance. Donc il est en quelque sorte le propre garant de son indépendance. Monsieur, c'est à vous de poser votre question. Alors, en fait, j'en aurais une deuxième question qui m'a été, qui est venue suite à la question précédente. Monsieur Pierre Jox, qui a été membre du Conseil constitutionnel, a plaidé, je crois, dans un livre récent,
a évoqué son souhait d'une évolution du Conseil constitutionnel français sur le modèle de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et j'aurais voulu savoir quels étaient les enjeux d'une telle évolution. Qu'est-ce que ça peut représenter, la différence entre Conseil constitutionnel et Cour constitutionnelle? Et ma question initiale s'est portée sur le fait que vous avez évoqué la fonction de contrôle du Conseil constitutionnel, mais vous n'avez pas du tout parlé de la question du contrôle du financement de l'élection présidentielle, et je voulais savoir un peu quelles étaient les marges de manœuvre du Conseil, d'autant plus qu'il semble qu'il y ait quelques affaires qui aient suscité... La réflexion, oui. Oui, alors, sur votre première question, la différence entre le Conseil constitutionnel et Cour constitutionnelle... c'est un peu difficile à apprécier. En tout cas, ma réponse serait la suivante, si vous voulez. Le Conseil constitutionnel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et c'est, à mon avis, ça tient quasiment du miracle, et ça tient à la grande diligence de le collège des membres, mais aussi l'administration du Conseil constitutionnel et son secrétaire général en particulier. Le Conseil constitutionnel fonctionne a priori de la même façon aujourd'hui, alors qu'il rend des dizaines et des dizaines de décisions a priori en QPC, qu'il contrôle l'élection présidentielle, les élections législatives, etc. Il fonctionne comme en 1958, ou à peu près. Autrement dit, il contrôle comme lorsqu'il était encore un organe purement politique, même si aujourd'hui, ses procédures se sont juridictionnalisées, sa légitimité n'est évidemment pas du tout ce qu'elle était en 1958, ses pouvoirs ont été renforcés par la QPC, etc. etc. Donc, je n'ai pas lu le texte de Pierre Joxe, mais son idée, c'est tout simplement sans doute d'achever la mue du Conseil constitutionnel vers une cour constitutionnelle, c'est-à-dire tout simplement de transformer cette institution qui fait en quelque sorte de l'artisanat constitutionnel parce qu'elle a des moyens qui sont limités, mais plein de bonne volonté et un talent extraordinaire, et bien de la transformer en une véritable institution juridictionnelle, comme ses homologues de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe, du tribunal constitutionnel espagnol ou de la Cour constitutionnelle italienne. C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé lors de la révision de la Constitution en 2008 une partie des sénateurs, emmenés par M. Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, qui, dans le cadre de l'adoption de la procédure de QPC, avait voulu en tirer toutes les conséquences et transformer le Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle, en lui donnant plus de moyens, en précisant un certain nombre d'éléments dans la Constitution, en supprimant la présence des anciens présidents de la République au sein de ce Conseil constitutionnel, etc., etc. Donc, si vous voulez, ici, il s'agit moins en fait d'une réorientation des compétences du Conseil, qui ne serait pas appelée, en tout cas dans un premier temps, à évoluer, que de marquer par la transformation du nom même du Conseil constitutionnel les évolutions très importantes qui ont eu lieu depuis les années 70 en réalité. Depuis les années 70. Le Conseil maintenant avec la QPC est une véritable cour constitutionnelle de la même façon que il y en existe une en Allemagne, en Espagne ou bien en Belgique. Alors pour votre deuxième question, contrôle de financement, oui. Pour toutes les élections, il y a un contrôle du financement des campagnes électorales qui résulte des lois de 1990. Ce contrôle du financement, il a lieu aussi dans le cadre de l'élection présidentielle. Il impose pour chaque candidat de désigner un mandataire financier indépendant de lui, qui va tenir le compte de campagne où sont listés l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses. Il y a un plafond de dépenses des campagnes électorales. Pour la présidentielle, par exemple, au premier tour, chaque candidat ne peut pas dépenser plus de 13 millions d'euros. Au second, 18. Et enfin, il y a un contrôle de ces comptes de campagne dont la régularité détermine
la possibilité ou non de rembourser une partie des frais de campagne. C'est l'État qui rembourse au candidat une partie des frais de campagne. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Et tout ceci est supervisé par une autorité administrative qui est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Vous avez évoqué le fait que l'Assemblée nationale n'était pas une assemblée permanente, qu'elle allait, entre autres, pour celle qui est actuellement présente, achever ses travaux la semaine prochaine. Ma première question est la suivante. Qu'en est-il de la procédure des lois telle que nous la connaissons et entre autres de ce processus de navette qui caractérise le vote des lois? Y a-t-il des lois qui sont encore examinées? Le Sénat est-il le seul à entériner celles qui sont présentées? C'est ma première question. Ma seconde question, qui est un peu plus anecdotique, d'où vient le statut du président du Sénat, entre autres en ce qu'il assure l'intérim de la présidence de la République en cas de défaillance ou de décès du premier magistrat de notre pays? Pour la première question, quid des lois dans le cadre d'une Assemblée nationale qui s'en va, dont les membres terminent leur mandat? Alors là, évidemment, cela dépend de l'état de la procédure où est intervenue l'Assemblée nationale. Le simple fait pour une Assemblée, si vous voulez, notamment pour l'Assemblée nationale, d'être renouvelée dans la totalité de ses membres et de reprendre ses travaux quelques mois après, n'a pas d'incidence juridique sur l'état d'avancement des projets de loi. Sur un plan strictement juridique, un projet de loi qui aurait été inscrit, par exemple, ou qui aurait été commencé, qu'une commission permanente aurait commencé à examiner juste avant la fin des travaux, elle pourrait, la nouvelle Assemblée, reprendre le projet là où il en a été. Sauf que, bien évidemment, pour des raisons politiques, notamment dans l'hypothèse de changement de majorité, ceci se trouve évidemment difficilement concevable. Tout dépendra de la majorité, évidemment, élue à l'Assemblée lors des élections législatives. Si c'est la même majorité, un certain nombre de lois poursuivront leur petit bonhomme de chemin, et on reprendra la procédure là où on s'était arrêté. Si en revanche, évidemment, c'est une nouvelle majorité, alors évidemment, tous les projets de loi seront chamboulés. Sachant que le Sénat, lui, de son côté, continue, bien évidemment, à examiner les projets de loi qu'il a à connaître, et à les renvoyer à l'Assemblée, sauf que l'Assemblée, évidemment, à ce moment-là, ne pourra rien faire tant qu'elle n'a pas été renouvelée. Alors, le statut du président du Sénat, d'abord, ça vient de la tradition républicaine, notamment de la Troisième République, ce me semble. De toute façon, la question est la suivante. Il faut absolument que si le président de la République est empêché temporairement ou définitivement d'exercer ses fonctions, il faut, pour la continuité de l'État, que quelqu'un assure la fonction présidentielle par intérim. Et les constituants ont choisi, de ce fait, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Ils ont choisi, alors oui, sauf que néanmoins, nous sommes dans un exécutif bicéphale. Donc il ne faudrait pas, en réalité, que dans un premier temps, le Premier ministre exerce la fonction présidentielle parce qu'il y a une espèce de rivalité, enfin bon, même s'ils sont du même bord politique. Et donc, on a désigné le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Vous le savez, Alain Poher a assuré par 2 fois l'intérim du chef de l'État. D'ailleurs, la Constitution prévoit que si le président du Sénat était lui-même empêché, c'est le gouvernement, collégialement, qui assurerait l'intérim du président de la République. Voilà. Donc cela, et je crois que ça résulte directement des prescriptions qui ont été reprises en 1958 de ce qui se passait sous la Troisième République. Voilà. Notre collègue qui a posé la question sur les dates des élections présidentielles voudrait avoir juste encore une précision. Est-ce que donc il n'y a pas de jour ni de week-end obligatoire pour les élections prévues par la Constitution? Non, la Constitution ne prévoit aucun jour particulier. Non. Comment donc la date du 22 avril a-t-elle été décidée? Pur hasard? Non, pas pur hasard, puisque les dispositions de l'article 7 de la Constitution prévoient des laps de temps particuliers
pour la définition justement des 2 tours de l'élection présidentielle. Il y a un certain nombre de... à partir de la fin du mandat du président de la République, il faut évidemment, lorsque le mandat du président de la République se termine, il faut évidemment que son successeur, même si c'est lui qui reconduit, c'est la même chose, soit déjà désigné. Donc à partir de la fin du mandat, il faut évidemment compter un laps de temps permettant que le 2e tour se fasse au minimum 1 semaine avant la fin du mandat. Donc si le 2e tour a lieu 1 semaine avant la fin du mandat, bien 15 jours avant, il faut que le 1er tour ait lieu. Donc vous voyez qu'il y a quelques dates qui sont possibles sur le calendrier. C'est au ministre de l'Intérieur de décider en relation bien sûr avec le Premier ministre et le Président de la République. Il propose quelques dates qui ne sont pas très nombreuses d'ailleurs, hein, et puis c'est à l'exécutif de décider in fine à partir des prescriptions de la Constitution, puisque il y a là encore par exemple 15 jours incompressibles entre le 1er tour et le 2e tour. Hein.